Ravi de vous retrouver pour le Grand Soir, première partie avec nos invités. Beaucoup de Parisiens ce soir et ça tombe bien puisque vous le savez, Paris propose de reconfiner la capitale pendant 3 semaines. Nelly Garnier est avec nous, conseillère Les Républicains de Paris et porte-parole du groupe Changer Paris. Face à vous, Danielle Simonet, conseillère de Paris et oratrice nationale de la France Insoumise. Bonsoir. Sylvain Maillard, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée et député LaREM de Paris. Là aussi, bonsoir. Oui. On aura aussi parisien. Beaucoup par Skype d'élus locaux des régions, évidemment. Et le docteur Édouard Obadia est avec nous, médecin réanimateur à l'hôpital Claude Gallien à Quincy sous Cédar. Vous l'avez entendu, le Premier ministre a un peu lancé un cri d'alarme cet après-midi. Franchement, la situation se dégrade. Ce devoir de vérité m'oblige à vous dire ce soir que la situation sanitaire de notre pays s'est dégradée au cours des derniers jours. Nous avons compté hier plus de 30 000 cas positifs, un chiffre que nous n'avions plus atteint depuis novembre dernier. Après plusieurs mois marqués par un plateau se situant entre 15 000 et 20 000 cas par jour, le virus gagne de nouveau du terrain depuis une semaine. Docteur Obadia, je ne vous demanderai pas si c'est une réalité. Les chiffres sont les bons et depuis une semaine, ça se dégrade partout. Enfin, en tout cas, au moins 20 départements. C'est une réalité de terrain. Pas depuis une semaine parce que ça fait plus longtemps qu'on est sur des plateaux très hauts avec des patients Covid qui prennent plus de 60% de nos lits depuis des semaines et des semaines et avec des difficultés d'admission des autres pathologies déjà depuis plusieurs domaines. Donc oui, c'est une réalité. Regardez les chiffres du jour. Hier, c'était plus 31 000 cas. Aujourd'hui, ça redescend un peu, mais c'est toujours très haut, 25 000. Et on est toujours entre 200 et 300 morts par jour et un peu plus de 3 400 malades en réanimation. Du coup, ce sont 20 départements, a prévenu le Premier ministre, qui étaient prévenus. Si ça continue comme ça, eh bien, les week-ends à partir du 6 février risquent d'être reconfinés. Ces départements, au moment où je parle devant vous, sont au nombre de 20. Nous plaçons donc ces départements en surveillance renforcée. J'ai demandé aux préfets des départements concernés d'engager des concertations avec les élus en vue d'inviter sans attendre tous les habitants à la plus grande vigilance et d'envisager dans tout ou partie de ces territoires, des mesures de freinage proches de celles mises en place à Nice et Dunkerque. Voilà, et c'est bien à partir du 6 mars, évidemment, du week-end du samedi 6 mars. Nivine Potros, vous êtes notre vérificatrice ce soir. Quelle est la situation précise dans ces 20 départements? Ça représente quand même plus d'un tiers des Français, près de 40% de la population française à eux seuls, ces 20 départements. Oui, effectivement. Alors ces départements, d'abord, je vais vous les remontrer. Il s'agit bien de l'ensemble des départements de l'Île-de-France, quasi la majorité des départements des Hauts-de-France, PACA, mais également, vous voyez, une partie du Grand Est, les noms s'affichent juste là. Alors pourquoi ces départements? Eh bien d'abord parce que le taux d'incidence y est particulièrement élevé. Il est supérieur à 250 dans quasi l'intégralité de ces départements. Dans 17 départements sur 20, il y a seulement dans 3 départements où il est un tout petit peu plus faible. Il s'agit de la Meurthe-et-Moselle avec un taux d'incidence de 205, du Rhône 227 et de la Drôme 221. Alors pourquoi ces départements figure sur la liste du gouvernement? Eh bien, tout simplement parce qu'il s'est intéressé à d'autres indicateurs, notamment la présence des variants. Le variant anglais, aujourd'hui, il représente 50% des nouvelles contaminations et jusqu'à 60% des contaminations en Moselle. Et vous le voyez sur cette carte en rouge, ce sont les départements où le variant représente plus de 50% des cas. C'est quasi l'ensemble des départements qui sont ce soir en vigilance. Il y a par exemple l'Île-de-France, il y a également le Var, les Alpes-Maritimes. Et puis il y a un autre indicateur qu'a regardé le gouvernement pour dresser cette liste des départements sur 6, c'est le taux d'occupation des lits en réanimation qui est calculé de manière régionale. Et on le voit bien, toute une partie de la France est en
rouge, notamment la région PACA, 103% de taux d'occupation des lits en réanimation par rapport aux capacités initiales avant la crise du Covid, 70% pour l'île de France ou encore 63% pour le Grand Est. Et des transferts de malades ont déjà eu lieu, notamment de Nice à Brest par exemple, ou encore de Besançon à l'Île-de-France. Merci beaucoup, Nivine, vous restez avec nous. Nelly Garnier, c'était la décision à prendre de prévenir quand même une semaine à l'avance. Attention, si ça continue là-dessus, on ferme de week-end. Mais qu'est-ce qui nous a fait ce soir? On a la dernière sommation avant une date de confinement qui en plus nous est déjà annoncée. Donc moi je trouve ça extrêmement déstabilisant pour les Français parce que qu'est-ce qu'on est censé faire pendant ce temps qui nous sépare de cette date annoncée? Est-ce qu'on est censé se reclire soi-même de chez soi en espérant que la dernière sommation ne débouchera pas sur ce confinement? Moi je ne comprends pas cette prise de parole ce soir. Et puis, je suis un peu choquée parce que, Monsieur Macron, il y a quelques semaines, il décide de ne pas confiner et les chiffres s'améliorent. Et là, on dit bravo, Monsieur Macron, quelle décision formidable. Et puis, Monsieur Macron décide de ne pas confiner et puis les chiffres se dégradent. Et là, on dit c'est de votre faute aux Français et puis on les culpabilise. Donc, en fait, on est toujours perdant dans cette France. Il aurait mieux fallu pile Macron gagne, France et Français perdent. Dès samedi, là, par exemple. Mais non, mais vous ne pouvez pas avoir des prises de parole où vous mettez les gens sous menace. Enfin, je veux dire, à un moment, il y a une responsabilité politique. Moi, je trouve que c'est... Alors, c'est sûr que maintenant, La République En Marche nous explique que M. Macron est devenu quasiment, selon les propos rapportés de M. Ferrand, il serait agrégé en immunologie et puis il lit toutes les études en anglais avant même que les scientifiques, elles leur arrivent. Mais il y a un moment, sa responsabilité, c'est quand même de prendre les décisions lui-même et pas de dire aux Français, si on prend une décision le 6 mars, c'est que vous n'aurez pas été sage. Parce que cette dernière sommation, c'est ça. C'est j'assume pas de prendre la décision aujourd'hui, je la prendrai parce que vous n'avez pas été sage. Mais par exemple, il l'a prise pour Dunkerque et pour Nice avant. Oui, mais là, je parle de ce qui est annoncé ce soir et qui, je trouve, n'est pas clair et anxiogène. Et puis, vous avez une population qui est quand même fatiguée, qui est lasse de tout ça. Vous ne pouvez pas vivre comme ça, à attendre chaque semaine à quelle sauce on va vous manger. Daniel Simonet. Mais le problème, c'est que depuis 1 an, ce gouvernement ne veut pas penser une planification sanitaire. Et donc, ils nous font croire que la seule alternative, c'est soit on laisse le virus se développer, soit on confine. Comme s'il n'y avait que le confinement. Il y a eu des variants qui sont venus chambouler les choses. Oui, mais comme s'il n'y avait que le confinement pour lutter contre. Or, quand est-ce qu'on pense enfin la société par roulement? On a bien vu que le couvre-feu, j'aurais aimé que M. Cassec le reconnaisse, c'est une catastrophe. Je veux dire, ça n'a pas été utile. À 18h dans les zones urbaines denses, et d'ailleurs c'est là où la situation est problématique, on se retrouve tous à 5h30, 6h entassés dans les transports en commun, dans les supermarchés. Bon, organisons la vie sociale par roulement. Regardez dans certains lycées, sans d'ailleurs que ce soit grâce au gouvernement, l'initiative a été prise pour dire, voilà, on essaye d'alterner. Les élèves ont cours pour certains semaine A le matin, pour d'autres semaine B l'après-midi, et on essaie d'organiser les choses par roulement. On aurait pu le faire pour la société tout entière et réduire le temps de travail, ça aurait coûté, pris en charge par l'État, ça aurait coûté moins cher que soit de laisser faire ou bien de menacer du confinement. Mais par roulement, l'isolement, regardez. Ça veut dire vous allez faire vos courses le mardi. Ça veut dire que vous assumez. Alors déjà, c'est accompagner beaucoup plus et puis faire en sorte que l'administration du travail vérifie que le recours au télétravail soit beaucoup plus développé. Et puis pour ce qui n'est pas pour le travail qui n'est pas possible à être fait en télétravail, essayer d'organiser les choses par roulement, réduire le temps de travail, parce que... Ils sont tous, vous avez que AstraZeneca, vous n'avez pas l'autre. Tout le monde. Et puis il y a la question de l'isolement. On ne propose toujours pas aux personnes qui ont le Covid de pouvoir bénéficier d'une stratégie d'isolement plus efficace. Et je trouve que depuis le début, la sensibilisation à ce qui doit être fait quand nous avons le Covid pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de contamination intrafamiliale, je trouve est très défaillante. Et les échos qu'on a, c'est que les personnes, certes, elles sont au mieux appelées par l'ARS. Vous avez parfois des dispositifs Covisan qui fait qu'il y a un peu plus de suivi, mais on ne propose pas l'isolement. Et donc on voit qu'il n'y a pas de planification parce que ce gouvernement est tellement dans un discours obscurantiste libéral qu'il ne veut pas faire en sorte qu'il y ait une organisation
par son administration. Alors que son administration serait capable, l'administration française serait capable d'organiser les choses autrement. Allez, justement, défendez-le, ce gouvernement, Sylvain Maillard. Non, écoutez, j'entends des choses. Je pense que chacun a pu dire son mot méchant envers le gouvernement. C'est bien passé, c'est bien enregistré. Moi, la seule chose, c'est que je me souviens des débats d'il y a un mois où on pensait tous que nous risquions d'être confinés et que le choix qui a été fait par le président de la République et le gouvernement, c'est justement de ne pas confiner. On avait trouvé que c'était plutôt un choix courageux. Et autour de ces tables, je n'entendais plutôt des gens qui disaient plutôt c'était bien. Puis maintenant, la même chose, on dit non, il faut tenir, il faut faire en sorte d'aller. J'ai jamais pensé que le fait de rien faire était bien. Le plus possible, de faire en sorte. J'ai jamais considéré que Macron était courageux. Oui, moi, vos collègues ici le disaient très largement. Non. Et au-delà de ça. Mentez. Très bien, on regardera et je laisse les téléspectateurs juger. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce qui nous semble important, c'est de faire en sorte que le confinement soit l'ultime recours, parce que la vie doit pouvoir continuer. Donc il faut que nos écoles restent ouvertes. à la carte. Mais bien sûr, il faut que nos écoles restent ouvertes. Il faut que nous puissions continuer à travailler pour que le pays puisse continuer. Il faut que les transports publics restent ouverts pour qu'on puisse continuer à aller à l'école et aller, pour ceux qui doivent aller travailler physiquement, puissent continuer à y aller. C'était toujours notre stratégie. Et nous, on dit que le confinement, on va venir tout à l'heure sur Paris, mais on dit que le confinement, c'est l'ultime. C'est parce qu'on n'a plus rien d'autre. C'est la bombe atomique. Et donc, quand j'entends dire, non, mais on trouve ça anxiogène. Non, mais c'est normal. Tous les jeudis, le Premier ministre l'a dit, il y aura un point presse qui expliquera la situation et qu'on donnera tout ce que nous savons comme données. Et maintenant, on reproche le fait que le Premier ministre prenne la parole le jeudi. C'est habituel. Moi, je trouve ça bien, au contraire. Et puis il met en responsabilité l'ensemble des Français. On sait très bien que c'est pas le gouvernement qui à la fin fera que ce soit confinement ou pas. C'est ce qui fait, c'est notre attitude en global. Mais tout à l'heure, j'avais une discussion. Moi, j'ai eu l'impression, par exemple, à Paris, j'ai l'impression qu'on fait un peu moins attention. J'étais le premier à dire qu'on faisait très attention et que les discours de porter le masque étaient moins... et sur les Parisiens, on voyait des scènes de... La réalité, c'est... Oui, mais juste un petit éclairage. Ça fait un peu... Qu'en est-il en région? Bonsoir Valérie Bosserlec, vous êtes présidente socialiste du département de Meurthe-et-Moselle. Vous êtes l'un des 20 départements qui risquent d'être qui est concerné en tout cas par le risque de fermer 2 week-ends de suite. D'abord, est-ce que vous y attendiez un peu? Ça vous pendait au nez? Qu'est-ce que vous en pensez? Bonsoir. Alors, moi, je pars du principe que les frontières ne sont pas du tout imperméables. Et quand on observe effectivement ce qui se passe au niveau de notre département voisin, la Moselle, mais aussi dans le nord de notre département, évidemment, on s'attendait à des conséquences en termes de, on va dire, de resserrement du protocole concernant la gestion de la crise sanitaire. Maintenant, est-ce que ces mesures vont être suffisamment efficaces? On voit bien là, enfin, je dirais que le gouvernement commence à envisager sérieusement de territorialiser les réponses. Et je dirais même qu'il faut même aller dans la dentelle. On le voit dans notre département, tout à fait atypique. On est dans une moyenne qui est inférieure à 250. Et pour autant, on fait partie de ces départements, mais parce que nous avons toute une partie nord du département qui est très fortement impactée. Alors que, par exemple, l'espace métropolitain est à 180, que le sud du département est encore autour de 180 aussi. Donc vous êtes en train de nous dire qu'il faudrait être encore plus précis, encore plus à la carte que ce que propose le gouvernement. Je pense qu'il faut vraiment, plus que jamais, faire confiance aux acteurs locaux, aux élus locaux. Nous travaillons en étroite collaboration avec le préfet, avec l'ARS, avec le CHRU, ce qui nous permet vraiment là d'appréhender au plus près les réalités et les besoins aussi. Maintenant, voilà, de durcir les conditions du couvre-feu, ça nécessite aussi des moyens de contrôle que nous n'avons certainement pas. Donc, il faut vraiment surtout pas infantiliser la population, mais au contraire la responsabiliser. Plus nous serons vigilants dans le respect des gestes barrières et plus nous pourrons aussi enrayer cette pandémie. Mais surtout, il faut massifier les tests de dépistage et il faut massifier cette vaccination qui tarde. Oui. Et dans les territoires qui sont plus impactés comme les nôtres, il faut davantage de doses vaccinales. Je crois que là aussi, il va falloir adapter
en fonction des besoins et des situations territoriales. Vous avez vu que c'est le cas. Dunkerque, par exemple, va recevoir plus de 16 000 doses de vaccins supplémentaires. Olivier Véran l'a annoncé hier. En tout cas, vous ne vous opposerez pas à cette décision de l'exécutif si jamais 2 week-ends consécutifs, vous étiez obligé de vous reconfiner. Bien sûr que non, puisque c'est la situation sanitaire qui l'impose, mais il faut l'expliquer et surtout, vraiment, je ne cesse de le répéter, il faut responsabiliser nos concitoyens parce que c'est eux qui ont aussi la clé par rapport à stopper cette chaîne pandémique. Mais ce n'est pas tout seul aussi qu'ils pourront le faire, il faut vraiment tester et vacciner. Et il ne faut pas non plus territorialiser la réponse. Ce n'est pas une visite ministérielle qui délivre les doses qui vont bien et on repart. Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment travailler en étroite collaboration, faire confiance aux acteurs locaux. Les CHRU, l'ARS et nous-mêmes, nous sommes aux premières loges et nous sommes aux premières loges pour appréhender ces situations et pour définir les besoins. Merci beaucoup. Que le gouvernement nous fasse confiance. On l'a compris. Merci Valérie Beauserlec, présidente du département de Meurthe et Moselle. Alors, autre événement, j'allais dire phase 2, ce soir, juste après le discours du Premier ministre, la ville de Paris a fait savoir que si la situation était vraiment si catastrophique qu'elle a l'air de l'être, eh bien, il faut aller beaucoup plus loin et tout refermer, reconfinement pendant 3 semaines. Écoutez, Emmanuel Grégoire, avec qui j'ai pu dialoguer il y a environ 1 heure, le premier adjoint à la mairie de Paris. Nous sommes dans une situation qui est maintenant, depuis plusieurs mois, très contraignante sur la vie quotidienne des Parisiens, des Franciliens, et puis on le sait largement de tous les Français. Que les résultats ne sont pas suffisants, évidemment avec des réalités territoriales très différentes. C'est la première bonne nouvelle, c'est nous sommes d'accord avec l'idée qu'il faut des stratégies territoriales discutées entre les préfets et les élus locaux, mais nous soulevons simplement une question, celle de l'efficacité de mesures potentielles complémentaires. Alors, réponse uniquement sanitaire. Là, on ne fait pas de politique. Docteur Obadia, est-ce que 2 week-ends, vu la situation à l'heure actuelle, 2 week-ends de reconfinement, ça suffit ou faut aller plus loin, comme le propose la mairie de Paris, et fermer tout pendant 3 semaines? Alors, si vous parlez uniquement sanitaire, oui, il faut englober tout le champ sanitaire. C'est-à-dire qu'il y a la Covid, avec les malades qu'on a dans les services de médecine, dans les services de réanimation et les hôpitaux qui sont impactés. Et puis, il y a l'état sanitaire autour, avec une population qui vit des problèmes psychologiques extrêmement difficiles depuis des mois, et on le voit, nous, chez les familles qui viennent visiter les patients qui sont dans nos services. Et puis, il y a l'état social, l'état économique. Tout ça est évidemment aussi à prendre en compte. Et vous, médecin, vous seriez plus moi, pour médecin, tout fermer je suis 3 aussi semaines. citoyen, c'est-à-dire que je vois tout ce qui se passe autour. Donc, on est sur un plateau extrêmement élevé, c'est vrai. On a des services lourdement impactés, c'est également vrai. Mais je n'ai pas toutes les informations que l'État a à sa disposition en termes de social, économique, etc. Donc, moi, sur le plan juste sanitaire, vous avez raison, il faut des mesures plus contraignantes. Malgré tout, on sait qu'on a la vaccination, qu'il faut intensifier parce que c'est ça le nerf de la guerre. Ça ne va pas assez vite, on est d'accord. On a maintenant pas les doses, un traitement qui est un traitement à l'essai, qui sont les anticorps monoclonaux qu'on a depuis ce matin, que l'on peut donner avec des protocoles très stricts à des patients qui sont atteints de la maladie en phase précoce, c'est-à-dire entre 3 et 5 jours, et des patients qui pourraient venir en médecine et en réanimation, c'est-à-dire âgés, avec des polypathologies, etc. Qui permettent de stopper ça tout de suite. Voilà, ce traitement bloque la réplication du virus, ça l'empêche de se répliquer dans les cellules. Donc vous avez d'autres solutions et ça permettrait de faire baisser les patients qui auraient recours à notre système de santé. Si ça marche, c'est un traitement qui est cher. Alors, c'est ce qu'on lui oppose, on dit 2 000 € la dose, c'est extrêmement cher pour 40 ou 50 000 doses. C'est le traitement de Donald Trump, par exemple. C'est le traitement de Donald Trump, mais ce n'est pas cher. Quand on voit qu'un patient passe aux urgences, puis va en médecine, puis va en réanimation, entre 4 et 6 semaines, une journée de réanimation, c'est 3 000 €. Oui. Donc,
si on peut éviter 20, 30 000 de ces patients d'aller, on va baisser la pression dans notre service sanitaire sur toute la France. Et voilà, donc on a une carte de plus à jouer. Alors, voilà, on va y revenir là-dessus, si vous le voulez bien, sur les traitements. Moi, de quelques jours. J'aimerais avoir vos réactions sur la proposition parisienne, parce que beaucoup, ils voient aussi beaucoup de politique là-dessus. Nivine Potros, est-ce que franchement, l'Île-de-France est un cas à part? Est-ce que c'est la catastrophe dans les départements franciliens? Disons que oui, la situation est un peu tendue en Île-de-France. Regardez par exemple le taux d'incidence. Il est en moyenne dans la région de 302, avec par exemple 318 à Paris, 344 en Seine-Saint-Denis ou encore 308 en Seine-et-Marne. Je vous rappelle qu'au niveau national, on est à un taux d'incidence de 214. On est bien au-dessus, mais surtout le gouvernement, il avait fixé comme seuil d'alerte 50. Regardez, c'est amplement dépassé partout. Un autre indicateur qui est malheureusement en rouge en Île-de-France, c'est le taux d'occupation des lits en réanimation. 70% des lits sont occupés par des patients Covid dans de très nombreux hôpitaux. On a dû déprogrammer des soins pour pouvoir accueillir tous ces malades qui arrivent en masse, peut-être à cause des variants qui sont extrêmement présents dans la région. Ils représentent plus de 50% des nouvelles contaminations sur l'ensemble de l'Île-de-France. Et puis vous le voyez, ce département, c'est le Val d'Oise. Dans le Val d'Oise, 60% des contaminations et plus sont des contaminations à l'un des variants qui circulent actuellement sur le territoire. Merci Nivine. Nelly Garnier, ça s'entend cette proposition de la mairie de Paris de dire 2 week-ends ça suffit pas, il faut aller plus loin si ça continue comme ça? Non mais déjà, qu'est-ce qu'il dit Emmanuel Grégoire? Il dit faut confinement strict pendant 3 semaines parce que vaut mieux un traitement dur pour après s'en sortir mieux. Et déjà, après on rouvre les cafés, les restos, les musées, il dit aussi. Ça va quand même complètement à l'encontre de toute l'expérience qu'on a tirée de cette crise, qui est qu'on n'élimine pas le virus avec le traitement strict, mais que maintenant, il faut qu'on apprenne à vivre avec pendant des mois et pendant très longtemps, et que ça veut dire qu'il faut qu'on prenne en compte les impacts sociaux, économiques, psychologiques, pour que la population tienne. Donc déjà, d'un point de vue, je dirais, de tout ce qu'on a appris, c'est une aberration. Ensuite, c'est la vision de la ville de Paris, c'est-à-dire Paris, on lève les ponts-levis, et puis Paris n'est pas connecté à une région de 10 millions d'habitants. Il ne dit pas ça, il dit il faut faire tout ça avec l'Île-de-France. Oui, etc., mais alors là, j'y vais tout seul sans avoir parlé à personne. Donc qu'est-ce que c'est? C'est le tour de force pour forcer toutes les communes limitrophes et la région à suivre. C'est vraiment la vision de Paris avec ses subalternes de la région qui viennent de toute façon pour ouvrir les boulangeries, les caissières de supermarchés, les aides à domicile dans les EHPAD. Donc alors les domestiques, pof, ils s'adapteront au choix de Madame la Reine qui a décidé de lever les ponts-levis. C'est quand même du plein délire. Et puis, on fait ça sans aucune concertation, ni avec l'État, ni avec les maires d'arrondissement, ni avec les présidents de groupe, ni avec personne. C'est une proposition. Et puis, histoire de bien mettre une dernière couche, là, on est à quelques jours de la rentrée des classes, et puis on met le pavé dans la mare sans dire ce qu'on va faire des écoles. Donc finalement, les familles, je veux dire, vous avez dit un moment, c'est pas anxiogène, mais vous affolez les familles. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait dans 4 jours de nos enfants? Et là, on détaillera ça plus tard. Alors là, j'ai mis le pavé dans la mare, je vais vous mettre, je serre la vis bien serrée, mais j'en dis pas plus. Maintenant, allez, bonne nuit. Voilà, c'est ça. Merci Monsieur Emmanuel Grégoire, merci Madame Hidalgo. Alors j'ajoute qu'il fera une conférence de presse demain matin. On en saura peut-être un peu plus. Mais c'est vrai que moi, quand je lui ai demandé, et les écoles, il va y réfléchir cette nuit peut-être. Sylvain Maillard, c'est quoi? C'est que de la politique ou au contraire c'est une proposition qui se tient? C'est un coup politique. Vous savez, ce matin, Emmanuel Grégoire était avec des ministres, il n'a rien dit. Et puis cet après-midi, il fait l'ensemble des médias, tout simplement en ballon d'essai, au cas où si ça marche, on dira que c'est Anne Hidalgo, et puis si ça ne marche pas, c'était son initiative. La vérité, c'est que d'abord, si on confinait 3 semaines, ça ne servirait pas à grand-chose. Il faut un minimum, un confinement, en tout cas ce que nous disent les médecins, au minimum 6 semaines à l'heure actuelle. Et quand on voit les exemples à l'étranger, ce sont des confinements au minimum de 6 semaines, voire 2 mois. Et donc les confinements, c'est des moments extrêmement durs. Il faut se souvenir de ce que nous avons vécu comme confinement. Ça veut dire des milliers de commerçants parisiens qui ne rouvriront pas, qui sont déjà, pour beaucoup d'entre eux, dans d'énormes difficultés, malgré toute l'aide que nous apportons financière tous les mois, qui sont dans des grandes difficultés. On en a parlé tout à l'heure, docteur, vous le disiez, à quel point les Franciliens, mais les Français en général, traversent une période extrêmement difficile, psychologique.
Et ça veut dire qu'on va fermer pour dire que derrière, on va rouvrir les bars et les restaurants et les cafés. Mais est-ce qu'on n'a rien appris depuis un an? On sait très bien que c'est pas ça qui nous fera sortir de la situation dans laquelle on est. Ce sera évidemment la vaccination. Il dénonce des demi-mesures en disant allez, on va se reprendre encore 2 week-ends et ça sert à rien. Autant faire un grand coup de massue d'un coup. Il y a 3 semaines, et peut-être à juste titre, il demandait, lui et Madame Anne Hidalgo, demandaient l'ouverture plus d'ouverture des universités. C'était insupportable et ils ont raison pour les étudiants. Et puis là, on ferme tout. Nelly Garnier l'a dit avec justesse. Et les enfants, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les écoles? Est-ce qu'on y réfléchit après? Comment on peut sortir quelque chose comme ça d'aussi impactant? Puisque l'ensemble des médias vont en parler. L'improvisation pour vous? Non, mais c'est plus que l'improvisation. Je vous l'ai déjà dit, c'est un coup politique qui a été construit il y a 3 heures et là, qui nous fait parler que de ça, que de lui. Et moi, je trouve ça vraiment, dans l'état actuel des choses, pas normal, pas à la hauteur de ce que devrait être la mairie de Paris ou les élus qui dirigent. Alors, d'un mot, et Daniel Simonet. Là, si je peux être d'accord avec M. Maillard. Anne Hidalgo, elle est finalement dans le... Attendez, elle voulait finir. Non, juste le petit mot, c'est que là où je peux peut-être rejoindre M. Maillard, c'est qu'effectivement, Anne Hidalgo, je pense qu'elle est dans son objectif présidentiel et que Emmanuel Macron est devenu l'ennemi et qu'effectivement, il y a un côté coup de com' pour se positionner en opposition au gouvernement et c'est les Parisiens qui sont otages. Alors, un ballon d'essai. Daniel non mais oui, tout à fait. Donc elle est candidate à la présidentielle. Emmanuel Grégoire a par ailleurs besoin de se faire connaître. Et donc Anne Hidalgo essaye le concours l'épine de la mesure de privation de liberté qui paraît la plus forte. C'est tout ce qu'on fait Hidalgo là ce soir. Mais le problème, ce qui est absurde, c'est que on ne peut pas penser le confinement de Paris en dehors de l'Île-de-France. Enfin, je veux dire, Paris. Énormément d'hommes et de femmes travaillent tous les jours dans Paris sans pouvoir y vivre, vu le prix des loyers. Et la vie économique de Paris vit grâce à énormément de travailleuses et travailleurs qui sont dans les départements limitrophes. Et par ailleurs, bon nombre de Parisiens travaillent dans les autres départements. Quelle concertation Anne Hidalgo et Emmanuel Grégoire ont-ils organisé avec les autres collectivités de la région Île-de-France avant de faire cette sortie? Aucune. Je lui ai posé la question. Je lui ai posé la question. On écoute sa réponse. Et puis je vous reprends après. Écoutez-le. Je suis désolé que vous suspectiez que nous l'ayons même pensé. Ça me surprend un peu quand même. Évidemment que ça ne se raisonne pas qu'à Paris intramuros. Il se trouve que ça tombe bien. Toute l'Île-de-France est concernée par le risque. Et la dégradation des indicateurs sanitaires, et que évidemment les mesures doivent être prises à l'aune de cohérence territoriale, et que à Paris ça ne se raisonne pas simplement. C'est évidemment l'Île-de-France ou au moins la zone urbaine dense. Voilà, il dit il va y avoir concertation. Sauf qu'avant de faire son annonce, il aurait pu penser à organiser la concertation. Non, il fait les choses dans l'autre sens. Et tout comme le gouvernement, il est incapable, et ils sont incapables de penser des alternatives au confinement. Mais je vous le redis. On est vraiment dans une alternative du confinement. Non, mais il est incapable. Non, mais soit on fait rien, soit c'est le confinement. Non, on est au couvre-feu. Non, le couvre-feu. Enfin, vous voyez bien qu'à 18h se retrouver tous à 18h en même temps dans les mêmes endroits, ça n'est pas une solution. Caricature. Vous ne pensez que la normalisation de la vie sociale, voilà, où les gens doivent travailler. Voilà, c'est métro, boulot, dodo, point barre. On produit, on consomme et point final. Il faut penser l'organisation sociale autrement. Il faut penser la planification sanitaire autrement. Moi, j'aurais bien aimé entendre les élus parisiens, depuis le premier confinement, taper du poing sur la table sur la situation de l'hôpital public, qui ne va pas du tout mieux que depuis un an. Parce que depuis un an, les suppressions de lits, elles ont continué. C'est un autre débat, ça. Mais c'est totalement lié. Parce que la saturation aujourd'hui des services du fait de l'accueil des patients Covid fait qu'on déprogramme. Oui. Parce qu'on continue de supprimer des lits. Enfin, on est toujours dans cette aberration-là. On sait qu'il y a une urgence psychologique très forte dans ce pays. La psychiatrie parisienne ne va pas mieux. Pour avoir un rendez-vous dans un CMP, il faut encore attendre 6 mois ou 9 mois. Toutes les mesures libérales continuent à être mises en place alors qu'on sait que c'est elles qui aggravent la situation. On va poser la question, encore une fois, aux élus parisiens. Bonsoir Geoffroy Boulard, vous êtes maire Les Républicains du 17e arrondissement de Paris, conseiller de Paris. Votre réaction à la proposition d'Emmanuel Grégoire de dire si vraiment la situation est catastrophique, allons-y, arrêtons les mesures et fermons tout, reconfinons pendant 3 semaines. Le message d'Emmanuel Grégoire, c'est ne circulez plus, il n'y a plus rien à voir. Je suis stupéfait par le mépris d'Anne Hidalgo
pour les maires d'arrondissement qui sont élus. Je suis maire d'arrondissement, quand même 168 000 habitants y habitent, hein, et j'apprends par une dépêche AFP cette annonce par un adjoint. Voilà, aucune réunion depuis 8 jours, aucune information aujourd'hui. Il y a des moyens modernes pour se réunir et réunir les maires d'arrondissement pour prendre une décision, pour partager les points de vue. Non, nous allons donc maintenant devoir acheter la concertation pour les nuls. Paris n'intéresse plus Madame Hidalgo puisqu'elle n'a même pas jugé utile de personnellement et publiquement assumer cette annonce. Voilà, nous demandons, nous, des vaccins pour nos centres qui sont prêts depuis 1 mois et on n'est pas aidé par la mairie de Paris pour pouvoir les ouvrir. Qu'a-t-elle fait depuis 1 mois? Elle fait de la communication dans toute la France pour essayer de se construire une image présidentielle. Tout ça est vraiment pas sérieux. Hein, je le dis, c'est vraiment pas sérieux. Il y a des enjeux psychologiques, socio-économiques, comme l'a rappelé Nelly Garnier, qui sont trop importants. Et on ne peut pas vivre comme ça, là, dans une forteresse, sans tenir compte des dizaines de milliers de salariés qui viennent travailler à Paris tous les jours, les commerçants qui aujourd'hui sont déjà dans des situations complexes. Je veux dire, on doit prendre le temps de la concertation. C'est inadmissible. Aucune réunion depuis 8 jours. Alors attendez, Emmanuel Grégoire, Emmanuel Grégoire dit c'est qu'une proposition, on va en discuter avec tout le monde en Île-de-France, je vais faire une conférence de presse demain, mais sur le fond quand même de la mesure, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le stop and go, là, leur faire un week-end fermé, puis on rouvre, puis un week-end fermé, ça sert à rien, autant frapper un grand coup 3 semaines et puis après on rouvre tout. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça sera à nouveau un stop and go. C'est délirant, Non, mais c'est la course à l'échalote. Il faut absolument exister parce qu'à Nice, il y a eu une décision de 15 jours de confinement. Donc à Paris, il faut que la maire de Paris existe. Tout ça est ridicule. On doit. D'ailleurs, moi, j'ai aucun chiffre. Emmanuel Grégoire, il vous a donné des chiffres pour justifier ces 3 semaines ou ces 4 semaines. Est-ce qu'il a téléphoné à la présidente de la région? Est-ce que la maire de Paris a appelé le président de la métropole du Grand Paris? Enfin, je veux dire, on est en colère parce que là, la forme, elle n'y est pas. Après, sur le fond, on peut discuter, mais sur des éléments scientifiques, Emmanuel Grégoire fait de la communication politicienne. La pandémie ne doit pas servir de tremplin politique. C'est trop grave. Il y a des enjeux importants et c'est des décisions qui doivent être prises sereinement. Voilà. Donc moi, je suis en colère parce qu'on n'a pas eu de réunion et Monsieur Grégoire, il fait sa petite opération de communication demain à l'hôtel de ville, mais il n'a toujours pas réuni les maires d'arrondissement. Bon, c'est quoi? Attendez, c'est un lancement de fusée pour la présidentielle, ça, non? Mais le crash test, on le verra s'il n'arrive pas très vite. Parce que franchement, les Parisiens, là, ils ne comprennent pas ce soir. Quel message on envoie? Comment font les parents lundi prochain? Non mais franchement, il faut être sérieux. Monsieur Grégoire n'est pas à la hauteur. Madame Hidalgo est planquée et préfère aller évidemment visiter ses voisins à Nancy ou à Grenoble. Franchement, on attend une maire de Paris, là. On n'est pas à la hauteur. Alors, restez avec nous si vous voulez bien, Geoffroy Boulard. Autre justification d'Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la mairie de Paris, il dit « Ah, mais tous les scientifiques sont d'accord avec moi, il y a consensus. » Lesquels? C'est première fois. La proposition que nous formulons est celle qui fait consensus sur le plan scientifique. C'est de ce que je comprends la position du Conseil scientifique depuis maintenant plusieurs semaines, puisque le rapport du Conseil scientifique a été rendu public et en a fait état. Un couvre-feu à 18h dans les régions urbaines denses, c'est l'équivalent d'un demi-confinement. Et la vie, ça ne peut pas être métro, boulot, dodo. Docteur Édouard Obadia, est-ce qu'il y a consensus autour de on ferme pendant 3 semaines, c'est efficace? Non, 3 semaines, non. Si on a une durée, c'est sûrement pas 3 semaines, c'est beaucoup plus. Un minimum de 6 semaines. Et encore, on va ajouter des problèmes sanitaires aux problèmes sanitaires existants. Parce que si vous confinez tout, ça veut dire que tout est saturé, que les hôpitaux sont pleins, etc. Donc on déprogramme tout ce qui est programmé. Donc les patients n'osent plus venir se faire soigner parce que tout est confiné. Et on a ce qu'on a eu sur la première vague, des pertes de chance énormes sur des pathologies cardiovasculaires, sur des tumeurs, parce que les gens restaient chez eux. Ils n'osaient pas aller chez le médecin. Ils n'osaient pas aller chez le médecin, tout était confiné. Bon. Donc là, vraiment, on a appris de ces erreurs. Donc c'est des choses à ne pas refaire.
sauf la main forcée. Or, on n'est pas encore la main forcée, parce qu'on n'est pas, en tout cas en Île-de-France, à plus de 100% de saturation de nos lits sanitaires. Ça va peut-être le devenir dans les jours à venir. Je vous rappelle que les prévisions des épidémiologistes de l'Institut Pasteur, c'était de nous dire que le variant principalement anglais allait devenir prédominant fin février, début mars. Ça commence à être le cas en Île-de-France. Ça commence à être le cas. Et que là, l'épidémie risquait de ne plus être contrôlée. Donc effectivement, dans les jours à venir, et c'est pour ça que l'annonce du gouvernement d'attendre quelques jours, bon, actuellement, on peut comprendre, même si au niveau sanitaire, moi j'aimerais bien que nos services soient moins impactés qu'ils le sont, mais on peut comprendre qu'on est sur une crête montante et que sinon, la problématique d'un confinement pose tellement d'autres problèmes. Et qu'est-ce que sanitaires. qu'est-ce que vous pensez de la suite de la proposition de la mairie de Paris de dire on ferme 3 semaines et puis on rouvre tout? Les cafés, les restaurants, les musées, ça tient ça aussi? Non, ça tient pas non plus, parce que c'est pas en 3 semaines qu'on va éradiquer la circulation des virus. On va avoir des micro-foyers familiaux, puisqu'on va confiner, et dès qu'on va rouvrir, regardez ce qui s'est passé sur la 2e vague, on est remonté progressivement, tout doucement, après avoir déconfiné, parce que automatiquement on se libère. Regardez ce qui s'est passé cet été après le premier confinement. Il y a eu des brassages de population importantes. Il y a aussi l'acceptabilité des mesures dans une population qu'il faut prendre en compte. Mais parce qu'on ne planifie pas non plus le déconfinement. La première Alors fois, attendez, pour l'instant, on n'est pas déconfiné. Lors du premier confinement, nous avions alerté, attention, il faut planifier le déconfinement. C'est-à-dire qu'il faut organiser une planification sanitaire pour des bonnes conditions du déconfinement. Et pas croire que du jour au lendemain, on peut reprendre une vie normale comme si de rien n'était, comme si le problème était derrière nous. Et on avait alerté sur le fait qu'il allait y avoir une nouvelle vague. À ce moment-là, tout le monde se moquait Parce de nous. qu'on nous disait la chaleur revient, Tout c'était le le monde 11 se mai, moquait de nous. il va Exactement. faire doux. On n'a pas planifié. On avait dit attention, on n'organise pas la rentrée scolaire de septembre comme si de rien n'était. Il faut absolument faire des demi-groupes. Il faut donc embaucher des étudiants pour avoir la possibilité d'aider les enseignants à organiser la vie scolaire en demi-groupe. Attention, il faut prévoir ces choses-là. Rien n'a été prévu. J'aimerais qu'on se concentre quand même sur la proposition de Paris, parce qu'elle est importante quand même. Est-ce que, j'allais dire, si toute l'Île-de-France, par exemple, disait banco, là, après vous tout, voyez pourquoi pas? vous voyez bien. Alors, moi, si Emmanuel Macron est agrégé en immunologie, là, je pense qu'Emmanuel Grégoire, il peut être docteur en immunologie, vu ce qu'il nous raconte. Moi, ce que je trouve, il y a un manque de responsabilité, et pourtant, on l'a vu, et les médecins nous ont toujours dit, ne confondez pas les données scientifiques qu'on peut vous donner et les décisions politiques. Et de se cacher derrière, c'est ce que recommandent tous les scientifiques, ce n'est pas assumer sa responsabilité politique. Parce que, je ne sais pas, M. Grégoire, je ne pense pas qu'il a des chiffres que personne n'a, et je ne pense pas qu'il ait des données scientifiques que personne n'a, qui montreraient que la France serait le seul pays dans le monde qui, avec un confinement strict, ou Paris, avec un confinement strict de 3 semaines, réglerait le problème de ce virus et réglerait le fait qu'on peut avoir de nouveaux variants. Donc, je veux dire, déjà, il y a un problème de base, il n'assume pas sa responsabilité politique, enfin la ville de Paris n'assume pas sa responsabilité politique qui est d'organiser la vie avec. Et effectivement, la vie avec, c'est admettre qu'il faut changer des choses. Moi, je veux dire, dès le premier confinement, par exemple, on avait demandé de recenser les équipements qui étaient vides, comme les gymnases ou autres qui ne sont plus occupés, pour voir si on ne pouvait pas les utiliser pour faire de la distanciation sociale, les proposer aux universités, pour accueillir des petits groupes d'étudiants et faire la vie avec. Vous n'aviez pas été écouté? On n'a pas été écouté. Et puis, je veux dire, dès l'été, on a commencé à dire il y a un problème avec les terrasses éphémères. C'est-à-dire que les terrasses éphémères, on a laissé s'agglutiner les gens sans aucun contrôle jusque très tard dans la nuit. Et on a bien vu qu'après, quand l'épidémie elle a commencé à repartir, c'est reparti par les jeunes sur ce type de réunion. Donc ça montre qu'on vit quand même en crise depuis 1 an. Et cette ville de Paris, elle envisage toujours soit le confinement, alors là, tout le monde chez soi cadenassé, soit c'est la grosse fiesta sur les quais, et puis tout le monde y va pour boire des bières et on s'agglutine. Enfin, c'est effrayant, et je pense que pour les Parisiens, c'est effrayant de se dire qu'on en est là après 1 an de crise avec cette ville de Paris. Sylvain Maillard, c'est qu'un coup politique pour vous ou ça va plus loin? Est-ce que cette proposition, après tout, elle peut avoir aussi du bon sens? Non, mais c'est un ballon d'essai. C'est un ballon d'essai. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour Anne Hidalgo, si c'est une mesure qui prend, elle dira que c'est elle, et si c'est pas une mesure qui prend, elle dira que c'est la faute d'Emmanuel Grégoire. Donc c'est à Paris.
C'est l'habitude, on connaît ça depuis quelques années, c'est comme ça que ça marche, le duo Anne Hidalgo et Emmanuel Grégoire. Moi, je pense que le Premier ministre, il a fait tout à l'heure une conférence de presse qui me semble responsable, c'est-à-dire dire, on va voir avec les élus locaux, dans les 20 départements, c'est beaucoup de monde, vous l'avez dit, presque 40% des Français, et de voir avec eux les mesures que nous pouvons prendre, tout en disant qu'à chaque Français, nous avons encore la possibilité de ralentir, parce que c'est nous, avec nos gestes barrières, avec notre façon... Une semaine, qu'est-ce qu'on fait c'est pas facile. C'est de continuer à faire attention, faire plus attention, continuer à se laver les mains, avoir de la distance, lui, il se lave les mains, le gouvernement. Porter le masque, faire en sorte... Oui, mais non, c'est pas très drôle, en fait. Non, mais c'est pas très drôle. La situation est extrêmement compliquée, donc moi, je pense qu'un appel à la responsabilité, évidemment, à côté de ça, dire on discute avec les élus locaux pour voir si concrètement on peut appliquer des mesures peut-être dès la semaine prochaine si les chiffres sont plus compliqués que ce que nous avons là. Moi, ça me semble une mesure d'équilibre, pas politique, juste pragmatique. La mairie de Paris dit si ça s'améliore dans la semaine à venir, alors même pourquoi fermer 2 week-ends? C'est même pas la peine. Nous, on s'y opposera, par exemple. Par contre, si ça va moins bien, là, il faut aller plus loin. Et il n'est pas le seul à le dire. Pardon, mais certains de vos confrères, docteurs, le disent aussi. Écoutez. Oui. Un reconfinement local et temporaire, c'est-à-dire uniquement le week-end, c'est suffisant? Probablement pas, parce que le virus, il se propage aussi dans la semaine. Je pense qu'il faut vraiment diminuer les interactions 7 jours sur 7 et qu'il faut donc éviter que les gens se rencontrent en dehors du cercle familial le plus possible. Pour moi, il faut fermer l'Île-de-France tout de suite. Il ne faut pas attendre une semaine ou 2, parce qu'on est on n'est pas dans l'exponentiel, mais on est quand même dans une situation très tendue tous les jours. Clairement, la situation est critique. Les 31 000 contaminés d'hier soir, ça va être probablement ce chiffre global de 31 000. Si on monte à 40 000, on sera obligé de revenir vers un confinement. Pardonnez-moi, mais ce ne sont pas des illuminés qui parlent là. C'est le directeur de l'Institut Pasteur de Lille. C'est le docteur Masmoudi avant qui dit qu'il faut fermer. On est bien d'accord. La seule solution pour faire diminuer de manière drastique ce qui se passe, c'est le confinement. Maintenant, cette décision, autrement d'être sanitaire, elle doit prendre en compte ce que je vous ai dit, c'est-à-dire tous les autres éléments, et c'est une décision politique. Mais clairement, si on veut arrêter l'épidémie, il faut confiner. On n'a pas d'autre choix. Il n'y a que ça qui marche, les mesures barrières, le confinement, en attendant que la vaccination marche. Donc ça se tient, ce que dit Emmanuel Grégoire, quelque part, au niveau, même s'il ne prend pas tous les paramètres en compte. Voilà, il faut prendre tous les paramètres en compte, et c'est là où simplement la médecine ne peut pas décider, parce qu'on vit dans un monde, et dans le monde, il n'y a pas que notre service de réanimation, il y a tout ce qui gravite autour, dont on a parlé, l'acceptabilité, la problématique sociale, la problématique économique, la problématique d'isolement des gens. Voilà. Geoffroy Boulard, vous êtes toujours avec nous, maire du 17e arrondissement. Est-ce que vous avez discuté entre les différents maires d'arrondissement ce soir? Est-ce que le téléphone fonctionne de la proposition d'Anne Hidalgo de tout refermer pendant 3 semaines? On s'est parlé évidemment avec plusieurs maires d'arrondissement, même de sa propre majorité. Ils n'avaient pas l'information, c'est vous dire encore, finalement, la considération qu'elle a pour des maires d'arrondissement qui sont élus, je le rappelle. Donc on partage, on essaie de... Nous, on n'a pas de chiffres. Et ça, c'est pas normal non plus. C'est-à-dire qu'il y a des chiffres qui sont réservés à certains, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je veux dire, il y a une réunion lundi matin, ça fait 8 jours qu'on ne s'était pas parlé. On voit bien qu'il y a de l'opportunisme de la part de la maire de Paris. Bon, on la connaît, la maire de Paris. Évidemment, quand il y a un coup médiatique, elle essaie de le faire. Bon, mais je ne suis pas sûr que ça l'agrandit. Il y a quand même 2 sujets. Est-ce qu'on a plus de lits de réanimation depuis 1 an? C'est un vrai sujet, ça. Parce qu'il y a eu un Grenelle, il y a eu un Ségur, de la santé. Qu'est-ce que ça a produit en 1 an? Alors, on nous a dit que ce n'est pas si facile. On n'a pas assez de lits de réanimation en Île-de-France. On savait qu'on allait avoir une nouvelle vague. Il y a une responsabilité, là. Et elle est gouvernementale. Premier sujet. Deuxième sujet, la vaccination. Regardez les Anglais. Les Anglais, ils ont fait un choix. Ils ont dit on va administrer une dose massivement, parce qu'on sait qu'une dose, ça protège, pas à 100%, mais ça protège notre population. Eh bien, on voit ce qui se passe en Angleterre. Nous, on a fait une autre option
On a dit, oh là là, c'est 2 doses. Le ministère de la Santé, Olivier Véran, a refusé. C'est un autre débat, ça. Ouais. Non, parce que si vous voulez protéger votre population, il faut vacciner plus vite. Et là, tout le monde est d'accord là-dessus, mais des doses, il n'y en a pas. Non. On n'est pas d'accord sur les méthodes. On n'est pas d'accord sur la façon de faire en sorte que la politique de vaccination arrête d'être un fiasco, comme a été un fiasco la stratégie sur les masques et la stratégie sur les tests. Mais quand vous n'avez pas de doses, est-ce que vous avez entendu le président de la République, Emmanuel Macron, d'accord? Est-ce que vous l'avez entendu une seule fois mener la bataille pour exiger la transparence dans l'Union européenne sur la distribution des doses? Est-ce que nous avons, par exemple, autant de doses que l'Allemagne? Pourquoi est-ce qu'en Allemagne, c'est un pourcentage de la population. Est-ce que vous avez vraiment les chiffres? Vous avez l'ensemble des données public. sur les données qui sont arrivées en France, c'est public, sur l'accessibilité, sur la disponibilité des doses. Aujourd'hui, non, vous n'avez pas les éléments. C'est pas vrai. Ensuite, pourquoi est-ce que vous avez entendu le président de la République mener la bataille pour que les vaccins rentrent en licence publique? Mais c'est pas le problème. Le problème, c'est la production. Mais on le fait. En capacité de produire les médicaments puissent être réquisitionnés pour que nous puissions avoir l'ensemble des doses qui sont nécessaires de manière planifiée pour la population. Pourquoi est-ce que la France est à ce point-là le mauvais élève de l'Union européenne, dans l'Union européenne sur ces questions de vaccins? Et pourquoi on ne se préoccupe toujours pas de l'accessibilité universelle partout dans le monde des vaccins? Mais c'est le problème, c'est la production, c'est pas l'accès, c'est la production. C'est le problème de la licence sur la publique. situation parisienne. C'est le problème de la licence publique. On commence à produire et de faire cette semaine à partir de la semaine prochaine. De ne pas dépendre simplement d'industrie pharmaceutique privée. C'est elle qui fait les vaccins. Pôle public du médicament. Licence publique et pôle public du médicament. Et même si on nationalisait demain, on n'a pas plus les vaccins, il faut produire. Réquisition des entreprises pour être capable vous nous éloignez du sujet là. Mais non, parce que tant qu'on n'aura pas vacciné... On est sur la situation de la proposition de Paris de dire il vaut mieux fermer 3 semaines plutôt que de faire 2 week-ends parce que ça sert à rien. Quelque part aussi, est-ce que c'est pas le fait que les élus se rebiffent en disant on en a marre que tout nous descende comme ça de l'Élysée ou de Matignon, et nous aussi on a des propositions à faire. Après tout, elle a le droit de faire des propositions, Anne Hidalgo. Donc elle veut faire pareil et dire j'en ai marre et je veux faire pareil et c'est moi qui décide pour toute l'île de France. Donc elle fait exactement comme Macron. Elle fait comme Macron. Elle le fait mais sauf que l'un est président de la République. Elle le fait à l'inverse de ce qu'elle a fait. Je veux dire, la moment où un coup elle se rebiffe quand on confine en disant qu'il ne faut surtout pas confiner ou il ne faut surtout pas fermer les restaurants. Puis quand on dit on ne confine pas, il y a un moment, c'est aussi une question de crédibilité, de responsabilité. C'est ce que je vous disais. À un moment, bien sûr qu'il faut de la concertation. Et il est vrai que le gouvernement, souvent, n'a pas assez concerté les élus locaux. D'ailleurs, Anne Hidalgo elle-même ne concerte pas les maires d'arrondissement, comme l'a très justement dit Geoffroy Boulard. Mais elle ne peut pas instrumentaliser la question de la crise par rapport à ses propres ambitions politiques. C'est d'une irresponsabilité majeure vis-à-vis des Parisiens. Il n'y a que de la politique sous cette Écoutez, tout le monde voit bien qu'il n'y a que de la politique. Et puis, comme me disait Madame Simonet quand on discutait avant l'émission, est-ce qu'elle va s'auto-confiner aussi dans son tour de France présidentiel qu'elle a entamé? Parce que comme elle remonte le pont-levis, est-ce qu'elle va s'enfermer aussi à Paris? Peut-être qu'on la verra plus. Elle n'a pas dit qu'elle allait se présenter à la présidentielle. Aujourd'hui, on ne la voit pas à Paris. Bon, quand même, j'allais dire, ce que dit Emmanuel Grégoire, il dit de toute façon, c'est des centaines de restaurants, de cafés, etc., qui sont en train de crever. Bon, alors autant mieux fermer 3 semaines, comme ça, ils vont pouvoir ouvrir après. Mais tout le monde a dit qu'on ne... En quoi, scientifiquement, 3 semaines permettraient d'en finir avec le Covid? Quel scientifique a dit que 3 semaines de confinement permettaient mécaniquement, par magie, qu'on en finisse avec le Covid? Hélas. Oui. Dans quel pays ça a fonctionné? Dans quel pays vous avez eu un confinement strict de 15 jours ou de 3 semaines et tout d'un coup, il n'y a plus le virus? En plus, le virus, il va continuer de circuler. Vous rouvrez Paris. Je veux dire, même si le confinement a eu des effets à Paris sur les 3 semaines, vous avez des échanges qui font que le virus va se remettre à circuler, forcément, évidemment. Donc ça sert à rien ce qu'elle propose. Donc elle se fait un coup de com', mais remarquez, on parle d'elle ce soir. C'est trop court pour être efficace au niveau sanitaire. Voilà, ça c'est clair. Maintenant, c'est pas que ça 6 sert semaines, à rien. Ça a du sens. 3 semaines, c'est trop court. 6 à 8 semaines, ça a du sens. 3 semaines, ça n'a pas de sens parce qu'on serait exactement comme avant. Donc, on ne pourrait pas rouvrir, sauf à faire repartir très vite l'épidémie. Et pour vous, on n'en est peut-être pas encore là en Île-de-France? Non, je pense qu'on peut encore se donner quelques jours, qu'il faut intensifier la vaccination. On est tous d'accord là-dessus. On manque malheureusement de vaccins. Alors, il faut quand même préciser que tous les vaccins mis sur le marché sont efficaces.
sur les populations sur lesquelles elles sont prévues. Donc, parce qu'on sait aussi que là, on a un mois qui va être très difficile. C'est le mois de mars, où la vaccination ne donne pas encore son effet et où ça grimpe. Voilà. Alors, on a quand même commencé par protéger les plus faibles, c'est-à-dire ceux qui faisaient les formes graves. C'est bien pour ça que maintenant, avec les variants, on voit des formes graves chez des gens plus jeunes, qui n'ont pas été encore vaccinés. Donc, vous voyez, c'est en train de se modifier. Nos aînés sont plus protégés, ils commencent à l'être. Bah, écoutez, moi je suis désolée, mes parents, mes beaux-parents ne sont toujours pas vaccinés, alors que leur âge fait qu'ils devraient on commence à vacciner. Hein. Juste dire, aujourd'hui, on commence à vacciner, les médecins généralistes commencent à vacciner, et les médecins du travail, comorbidité, à plus de 50 ans. À partir d'aujourd'hui. Mais on était tout à l'heure dans le deuxième arrondissement, d'ailleurs, dans cette affaire de vaccination. Il y a beaucoup de régions. Dans les médecins généralistes, c'est encore pas énorme, puisque c'est un flacon de 10 doses par praticien et qu'il y a 30 000 praticiens qui ont accepté. Ça fait quand même 300 000 vaccinations. Mais c'est une fois par semaine. Merci. Donc, c'est accéléré. Merci beaucoup d'avoir participé à ce grand soir première partie.